Lors de l'audience de garde, l'avocat de mon ex a dit « Elle est mentalement instable et dangereuse. Ses enfants regardent leur mère se mutiler chaque nuit. » Le juge a eu l'air dégoûté. Ma mère a chuchoté « Certaines personnes naissent simplement brisées. » Puis mon fils de 9 ans a retroussé ses manches et a dit « Votre honneur, dois-je vous montrer qui m'a vraiment fait ces coupures ?» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un silence de mort régnait dans la salle d'audience lorsque mon fils de 8 ans, Colby, s'est levé de sa chaise. Tous les regards se sont tournés vers ce petit garçon aux cheveux châtains et aux yeux verts de son père, mais sans la moindre once de sa cruauté. Le crissement de ses baskets Spider-Man sur le sol poli a résonné alors qu'il faisait un pas en avant, et j'ai vu l'expression du juge passer de l'agacement à l'inquiétude. « Votre honneur ?» La voix de Colby était faible mais claire, tranchant la tension étouffante comme une lame dans la soie. Dois-je vous montrer qui m'a vraiment fait ces coupures? Mon cœur s'arrêta. Cela ne faisait pas partie du plan. Nous avions discuté de la possibilité qu'il témoigne, mais pas comme ça. Pas avec une telle détermination farouche qui brillait dans ses jeunes yeux. À côté de moi, ma fille de 6 ans, Mera, serrait ma main si fort que je sentais ses petits ongles s'enfoncer dans ma paume. Elle savait quelque chose que le reste de la salle d'audience était sur le point de découvrir. Colby commença à retrousser ses manches avec une précision si méticuleuse que mon estomac se noua. Chaque pli révélait un peu plus de ses bras minces, et je vis le visage de mon ex-mari, Garrett, passer de cette expression insupportable et suffisante qu'il avait arborée toute la matinée à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une peur pure et viscérale. Son avocat hors de prix, Maître Vaughn, qui quelques secondes plus tôt détruisait ma réputation avec une précision chirurgicale, se tenait figé, la bouche légèrement ouverte, sa prochaine attaque répétée s'éteignant sur ses lèvres. Le juge se pencha en avant sur son siège, le cuir craquant dans le silence. Le juge Araman avait présidé des centaines d'affaires de garde d'enfants, mais quelque chose dans la voix de Colby, peut-être le poids de la vérité que seuls les enfants peuvent porter, lui fit abandonner son habituelle distance sévère. « Jeune homme, qu'essayez-vous de me montrer ?» Colby regarda directement son père, puis la nouvelle femme de Garrett, Wendy, qui semblait soudain très intéressée par l'étude de ses ongles manucurés. Puis mon fils, mon courageux et magnifique fils, se tourna de nouveau vers le juge et prononça sept mots qui changèrent tout. « La vérité sur qui m'a fait du mal, monsieur. » Ma mère, Hélène, qui était assise derrière Garrett toute la matinée dans une démonstration de soutien qui avait tout l'air d'une trahison, eut un hoquet audible. Elle avait passé des semaines à dire à qui voulait l'entendre que j'étais instable, que mes combats contre la dépression me rendaient dangereuse, que les enfants seraient mieux avec leur père qui réussissait et sa nouvelle femme dans leur grande maison de banlieue. Maintenant, elle était sur le point d'apprendre ce que son petit-fils avait caché pour me protéger. L'agent de sécurité du tribunal s'approcha, sentant le changement d'énergie. Mon avocate commise d'office, Maître Reeves, qui menait une bataille difficile contre l'équipe juridique de Garrett, posa une main douce sur mon épaule. Je la sentais trembler, elle aussi. Nous savions toutes les deux que ce qui allait se passer déterminerait non seulement qui obtiendrait la garde, mais aussi si mes enfants seraient enfin libérés du cauchemar qu'ils vivaient. Les petites mains de Colby finirent de retrousser sa seconde manche. Les lumières fluorescentes du palais de justice semblèrent devenir plus vives, plus dures, illuminant tout ce que nous avions essayé de garder caché. Le temps semblait s'écouler au ralenti alors que tout le monde attendait ce que mon fils de 8 ans allait révéler. La vérité qui étouffait notre famille depuis des mois s'apprêtait à prendre sa première bouffée d'air. Et plus rien ne serait jamais comme avant. 6 mois avant ce moment au tribunal, je vivais dans un 2 pièces exigu à la périphérie de Denver, essayant de reconstruire nos vies après avoir enfin échappé à mon mariage avec Garrett. L'appartement n'avait rien d'extraordinaire avec ses murs beiges et sa moquette qui avait connu des jours meilleurs, mais il était à nous. C'était un refuge. Et pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer sans me demander de quelle humeur serait Garrett en rentrant. Chaque matinée commençait de la même manière. Je me réveillais à 5h30 avant les enfants, et passais quelques précieuses minutes à boire mon café en silence tout en vérifiant mon téléphone à la recherche de nouveaux messages de sa part. Il y en avait toujours. « Tu ne gagneras jamais », disait l'un. « J'ai l'argent, les relations, et tout le monde sait que tu es instable. » Un autre pouvait dire « Les enfants méritent mieux qu'une mère folle. » Chaque texto était soigneusement rédigé pour rester juste dans les limites de la légalité tout en sapant lentement ma détermination. Je les supprimais après avoir pris des captures d'écran pour mon avocate, puis j'allais réveiller Colby et Mera pour l'école.
Colby sortait en titubant de la chambre qu'il partageait avec sa sœur, les cheveux en bataille, demandant déjà ce qu'il y avait pour le petit déjeuner. Mera suivait silencieusement, traînant son lapin en peluche, Monsieur Hopi, derrière elle. Ses oreilles usées témoignaient de la force avec laquelle elle le serrait pendant la nuit. Maman fait les meilleurs œufs brouillés du monde entier, annonçait Colby à personne en particulier, s'installant à notre petite table de cuisine. C'étaient ces moments, ces simples routines matinales, que Garrett essayait de nous voler. La vérité, c'est qu'on m'avait diagnostiqué de l'anxiété et une dépression après des années de ces abus. Le diagnostic fut un soulagement, en fait. Cela signifiait que je ne devenais pas folle, comme Garrett me l'avait toujours dit. Cela signifiait qu'il y avait une raison pour laquelle je me sentais comme si je me noyais depuis si longtemps. Et plus important encore, cela signifiait qu'il existait un traitement. Oui, je prenais des médicaments chaque matin avec mon café. Oui, je voyais le docteur Martinez, ma thérapeute, 2 fois par semaine pendant que les enfants étaient à l'école. Mais je guérissais, je devenais plus forte chaque jour. J'apprenais à reconnaître la différence entre la voix de Garrett dans ma tête et la mienne. Garrett avait transformé mon parcours de santé mentale en une arme. Il avait dit à sa famille, à nos amis communs et à quiconque voulait bien l'écouter que j'étais mentalement instable et un danger pour les enfants. Il avait réussi à obtenir des photos de mes flacons de médicaments lors d'un échange et les partageait comme la preuve d'un crime. Les antidépresseurs qui m'aidaient à être une meilleure mère devenaient, dans son récit, la preuve que j'étais inapte à en être une. Ma propre mère, Hélène, n'aidait pas. Elle venait chaque dimanche, apportant son jugement enveloppé d'inquiétude. « Diana, peut-être que les enfants seraient mieux avec leur père », disait-elle en me regardant préparer le déjeuner. « Au moins temporairement, jusqu'à ce que tu te reprennes en main. » Elle jetait un coup d'œil aux antidépresseurs prescrits sur mon comptoir comme s'il s'agissait de drogues illégales, puis regardait mon petit appartement avec un dégoût à peine dissimulé. « Garrett a cette grande maison à Eaglands Ranch », continuait-elle, comme si ce n'était pas moi qui l'avais aidé à l'acheter avec mes revenus avant que je ne quitte mon travail sur son insistance. Sa nouvelle femme, Wendy, semble s'y poser, et elle ne travaille pas, donc elle pourrait être là pour les enfants à plein temps. Colby me défendait toujours, son sens de la justice d'enfant de 8 ans plus fort que celui de la plupart des adultes que je connaissais. « Maman est la meilleure », disait-il fermement à sa grand-mère, ses yeux vers l'encens des éclairs de colère. Elle nous lit des histoires tous les soirs, nous aide avec les devoirs et fait les meilleurs sandwichs au fromage grillé. Papa nous met juste devant la télé quand on va chez lui. En plus, maman nous laisse construire des cabanes en couverture le vendredi, ajoutait Mera à voix basse, trouvant enfin sa voix. Elle parlait de moins en moins depuis la séparation, mais elle s'exprimait toujours quand quelqu'un me critiquait. Ces cabanes en couverture du vendredi soir étaient devenues notre tradition. Nous poussions tous les meubles du salon les uns contre les autres, drapions tous les draps et couvertures que nous possédions par-dessus, et nous nous glissions à l'intérieur avec du popcorn et mon ordinateur portable pour regarder des films. Vendredi dernier, serrés les uns contre les autres dans notre château de fortune, Colby avait dit « Maman, je me fiche que la maison de papa est une piscine et une salle de jeu. C'est mieux ici parce que tu es là. » Mera avait hoché la tête, serrant Monsieur Hopi plus fort. « La maison de papa est trop silencieuse », avait-elle chuchoté. « Et Wendy n'aime pas quand j'amène Monsieur Hopi. » C'étaient ces moments qui comptaient, ceux qui me confirmaient que je me battais pour la bonne cause. Mes enfants n'avaient pas besoin d'une plus grande maison ou de choses plus luxueuses. Ils avaient besoin d'un parent qui les voyait, qui les entendait, qui les faisait se sentir suffisamment en sécurité pour être eux-mêmes. Ils avaient besoin de leur mère, avec ses médicaments, son petit appartement, et son parcours de guérison. La bataille pour la garde a officiellement commencé lorsque Garrett a déposé une demande de garde exclusive 3 mois après notre séparation, affirmant que j'étais une mère inapte. Les papiers sont arrivés un mardi après-midi alors que les enfants étaient à l'école. Je me souviens être resté dans l'embrasure de ma porte, fixant les documents du tribunal pendant que l'huissier s'éloignait. Requête d'urgence pour la garde exclusive était tamponnée en haut et en dessous, dans un langage juridique froid, Garrett m'avait dépeinte comme un monstre. Son avocat, Maître Vaughn, était connu dans tout Denver pour détruire les gens à la barre. Il avait obtenu la garde pour des pères qui connaissaient à peine le 2e prénom de leurs enfants, et maintenant Garrett l'avait engagé pour m'enlever les miens. Mon avocate commise d'office, Maître Reeves, était compétente mais surchargée de travail, jonglant avec 20 affaires contre les 3 ou 4 sélectifs de Vaughn. « Restez calme et dites la vérité », m'a-t-elle conseillé lors de notre première rencontre. Mais nous savions toutes les deux que Garrett préparait son dossier depuis des mois, alors que je m'étais concentré sur le simple fait de survivre chaque jour.
2 semaines avant l'audience, des choses étranges ont commencé à se produire pendant les visites de week-end des enfants chez leur père. Colby est rentré de sa première nuit avec des bleus sur les 2 bras, des marques violet foncé qui entouraient ses maigres avant-bras comme des bracelets. Quand j'ai demandé ce qui s'était passé, il a regardé le sol et a marmonné. « Papa a dit que j'étais tombé de vélo. » « Mais tu n'as pas de vélo chez papa, ai-je dit doucement. Les yeux de Colby se sont remplis de larmes. « Je ne suis plus censé te raconter des choses sur la maison de papa. Il a dit que ça te rendrait triste et que tu es déjà trop triste. » Quand j'ai essayé de documenter les bleus avec des photos, Garrett a déposé une plainte immédiate auprès du tribunal, affirmant que j'aliénais les enfants et que je les montais contre leur père. Maître Reeves m'a averti d'être prudente. Chaque geste que vous ferez maintenant sera scruté à la loupe. Ne leur donnez pas de munitions. Mais comment ne pas protéger mes enfants? Mera avait commencé à faire des cauchemars après les visites, se réveillant en hurlant pour moi. Quand je lui demandais ce qui lui faisait peur, elle secouait simplement la tête et serrait Monsieur Hopi plus fort. Wendy ne m'aime pas, était tout ce qu'elle disait. Puis est venue l'accusation qui a failli me briser. 3 semaines avant l'audience, Garrett a soumis une déclaration affirmant que je m'automutilais devant les enfants. C'était une pure invention, construite sur un fond de vérité. Oui, j'avais des cicatrices au poignet, mais elles étaient anciennes, des souvenirs estompés de mes jours les plus sombres, des années auparavant, bien avant la naissance des enfants. Pendant une période particulièrement difficile à l'université, avant même de rencontrer Garrett, j'avais fait des choix dont je n'étais pas fier. J'avais cherché de l'aide, suivi une thérapie et je n'avais jamais rechuté. Mais d'une manière ou d'une autre, Garrett avait des photos prises lors d'un récent échange où j'avais porté des manches courtes par une journée d'octobre inhabituellement chaude. Il avait zoomé, les avait modifiées pour accentuer le contraste, faisant paraître des cicatrices vieilles de 10 ans fraîches et vives. Sa déclaration affirmait que les enfants lui avaient dit qu'ils me regardaient me faire du mal chaque nuit, qu'ils étaient traumatisés et effrayés. « Maman, pourquoi papa ment sur toi ?» a demandé Mera un soir, après m'avoir entendu pleurer au téléphone avec Maître Reeves. Sa voix était si petite, si confuse. Colby a passé son bras autour de sa sœur, semblant soudain plus âgé que ses 8 ans. « Parce qu'il veut nous enlever à maman », a-t-il dit d'un ton neutre. « Mais je ne le laisserai pas faire. Je dirai la vérité au juge. » La vérité ne gagne pas toujours au tribunal, j'ai voulu leur dire, mais je me suis tu. Comment pouvais-je expliquer à mes enfants que leur père utilisait mes plus grandes vulnérabilités contre moi? Que le fait de chercher de l'aide pour ma santé mentale était transformé en preuve d'inaptitude? La réaction de ma mère fut encore plus dévastatrice. Garrett lui avait montré les photos modifiées lors d'une de ses visites calculées chez elle. Au moment où elle m'a appelé, elle était hystérique. « Dina, comment as-tu pu faire ça devant les enfants? Je pensais que tu allais mieux, mais tu es clairement plus malade que je ne le pensais. » Aucune explication ne pouvait la convaincre que les photos étaient anciennes. « Garrett semble si inquiet pour les enfants », a-t-elle dit. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'ils ont besoin de stabilité en ce moment, et que tu n'es tout simplement pas capable de la leur fournir. La trahison me blessa plus profondément que tout ce que Garrett pouvait me faire directement. Ma propre mère avait choisi de croire ses mensonges plutôt que ma vérité. Elle a annoncé qu'elle assisterait à l'audience pour soutenir ce qui est le mieux pour les enfants, ce qui signifiait apparemment soutenir Garrett. Une semaine avant l'audience, Maître Reeves m'a apporté d'autres mauvaises nouvelles. L'équipe de Garrett a 3 témoins de moralité, y compris votre mère. Ils ont un pédopsychiatre prêt à témoigner des dommages que les parents atteints de maladies mentales peuvent causer. Ils ont vos dossiers de thérapie, qu'ils déformeront pour vous faire paraître instable. Dina, je veux que vous compreniez à quel point ça va être difficile. Je comprenais parfaitement. Garrett avait l'argent, les relations et un récit qui jouait sur tous les stéréotypes concernant les mères aux prises avec des problèmes de santé mentale. Tout ce que j'avais, c'était la vérité. Et au tribunal de la famille, parfois, cela ne suffisait pas. 3 jours avant l'audience, tout a changé. C'était un dimanche soir, et je pliais le linge pendant que Mera coloriait à la table de la cuisine. Colby s'est approché de moi avec une expression que je n'avais jamais vue sur son jeune visage. Un mélange de détermination et de peur qui a figé mes mains en plein pliage. « Maman, je dois te dire quelque chose », a-t-il dit en jetant un coup d'œil à sa sœur. « Seul, s'il te plaît. » J'ai posé la chemise que je tenais et je l'ai suivi dans ma chambre. Il s'est assis au bord de mon lit, les mains si serrées sur ses genoux que ses jointures étaient blanches. Pendant un instant, il a simplement fixé ses mains, rassemblant le courage nécessaire pour dire ce qu'il avait à dire. «
Maman, je dois te montrer quelque chose, mais tu dois promettre de ne pas trop t'énerver, a-t-il dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Chérie, tu peux tout me dire, ai-je dit en m'asseyant à côté de lui, bien que mon cœur battait déjà la chamade. Lentement, prudemment, Colby a retroussé ses manches. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait des coupures sur ses 2 bras, des coupures délibérées, certaines encore assez fraîches pour être roses, d'autres commençant tout juste à former une croûte. Elles n'étaient pas profondes, mais elles étaient intentionnelles, méthodiques, et même placées là où elles seraient cachées par des manches longues. J'ai porté mes mains à ma bouche pour étouffer un sanglot. Mon bébé, mon fils de 8 ans, avait sur les bras des marques qui semblaient horriblement familières à quiconque avait déjà vu des signes d'automutilation. Mais avant que je puisse parler, avant même que je puisse réaliser ce que je voyais, Colby a saisi mes mains. « Maman, écoute », a-t-il dit d'un ton pressant. « Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est la femme de papa, Wendy. C'est elle qui a fait ça. » La pièce sembla tourner. « Que veux-tu dire, c'est elle qui a fait ça ?» Les mots de Colby jaillirent d'un coup, comme le rompant un barrage. Le week-end dernier, papa et Wendy m'ont assis dans leur salle de bain. Wendy avait le rasoir de papa. Elle a dit que ça ne ferait mal qu'une seconde, que c'était pour notre famille. Papa m'a tenu le bras et m'a dit d'être courageux, que parfois il faut faire des choses difficiles pour obtenir ce qu'on veut. Une rage montait dans ma poitrine, chaude et dangereuse. Ils t'ont coupé. Papa a dit que si je montrais ça au juge et que je disais que c'était toi qui l'avais fait, on pourrait vivre tout le temps dans la grande maison. Il a dit qu'on aurait nos propres chambres, une piscine, tout ce qu'on voulait. Il a dit que tu étais malade de toute façon et que tu avais besoin de temps pour aller mieux sans t'inquiéter pour nous. Les larmes de Colby coulaient à flot maintenant. Mais maman, je ne veux pas mentir et je ne veux pas vivre avec eux. Wendy me fait peur et papa, il est différent quand tu n'es pas là. Il est méchant. Il t'insulte et nous dit que tu es folle. J'ai serré mon fils dans mes bras pendant qu'il pleurait, mes propres larmes tombant dans ses cheveux châtains. La perversité de ce que Garrett avait fait, utiliser notre propre enfant comme une arme, marquer son corps pour me détruire, dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer, même de sa part. « Maman, je veux dire la vérité », dit Colby en se reculant pour me regarder. « Je veux tout dire au juge. » Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Reeves et je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse un long moment après que j'ai terminé. « Dina, cela change tout. Mais c'est aussi incroyablement risqué. Faire témoigner Colby signifie le soumettre à un contre-interrogatoire. Vaughn essaiera de l'embrouiller, de le faire passer pour quelqu'un de coaché ou de peu fiable. Il n'a que 8 ans. Je sais, ai-je dit, en regardant Colby prendre son petit déjeuner avec une solennité inhabituelle, mais il veut le faire. Maître Reeves est venu cet après-midi-là pour rencontrer Colby. Elle lui a parlé doucement, lui demandant de raconter son histoire plusieurs fois, testant la cohérence. Colby n'a jamais faibli. Au contraire, plus de détails ont émergé. Comment Wendy avait dit que c'était leur secret. Comment papa lui avait promis une nouvelle console de jeu s'il se comportait bien au tribunal. Comment ils avaient répété ce qu'ils devaient dire au juge. J'ai même une preuve, a dit Colby soudainement, courant vers son sac à dos. Il en a sorti sa petite tablette, celle que Garrett lui avait offerte pour son anniversaire. Je les ai enregistrés en train d'en parler après. Il ne savait pas. Sur la vidéo granuleuse, on pouvait entendre la voix de Garrett dire « Souviens-toi, champion, tu leur dis que c'est ta mère qui a fait ça quand elle avait une de ses crises. » On a répété ça. La voix de Wendy ajoutait « C'est pour le mieux, mon chéri. Ta mère a besoin d'aide. » Maître Reeves a immédiatement fait des copies de tout. C'est une preuve puissante, mais je veux que vous compreniez tous les deux que l'équipe de Garrett va attaquer frontalement. Ils prétendront que vous l'avez coaché, que vous avez fait ces marques vous-même, que la vidéo est sortie de son contexte. Qu'ils essaient, dit Colby avec une férocité surprenante. Je sais ce qui s'est passé. Mera le sait aussi. Elle a vu Wendy prendre le rasoir dans l'armoire à pharmacie. Ce soir-là, nous nous sommes préparés en famille. Pas en répétant, mais juste en nous assurant que Colby se sentait soutenu et en sécurité. Mera a fait des dessins qui deviendraient plus tard des preuves, son esprit artistique de 6 ans traitant le traumatisme à travers le crayon et le papier. L'un montrait Wendy comme une silhouette sombre avec quelque chose de tranchant à la main. Un autre montrait notre petit appartement rempli de cœur et de soleil, tandis que la grande maison de papa était coloriée en noir et en gris. L'audience a commencé à 9 heures précises dans la salle 4B du tribunal de la famille de Denver. La pièce sentait le vieux bois et le vernis, et le soleil du matin filtrait à travers de hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol.
J'étais assise à la table de la défense avec Maître Reeves, essayant de garder mes mains stables pendant que Maître Vaughn se lançait dans sa déclaration liminaire. « Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui parce que ces enfants sont en danger », commença Vaughn, sa voix commandant la pièce. Leur mère, Dina, est mentalement instable, prend plusieurs médicaments psychiatriques et a des antécédents documentés d'automutilation. Plus inquiétant encore, elle continue ce comportement destructeur devant ses jeunes enfants. Il a produit les photos modifiées de mes anciennes cicatrices, les affichant sur un écran pour que tout le monde puisse les voir. Ma mère, assise dans la rangée derrière Garrett, secoua tristement la tête. Je l'ai entendu murmurer à la sœur de Garrett, « Certaines personnes naissent juste brisées. » J'ai essayé de l'aider, mais on ne peut pas réparer ce qui ne veut pas être réparé. Chaque mot de ma mère était comme un coup physique, mais j'ai gardé les yeux droits devant, concentré sur le visage du juge Araman alors qu'il examinait les photographies avec une préoccupation évidente. Vaughn a poursuivi son assaut pendant 20 minutes, me dépeignant comme une femme en pleine dérive. Ces enfants innocents regardent leur mère se couper chaque nuit, a-t-il dit avec un geste dramatique. Ils vivent dans la peur, ne sachant jamais quelle version de leur mère ils vont rencontrer. Sera-ce le zombie sous médicaments, l'épave en larmes, ou la femme si désespérée d'attention qu'elle marque son propre corps? Objection, a dit Maître Reeves, mais le juge Araman l'a écarté d'un geste de la main. Je l'autorise. Continuez, Maître Vaughn. Garrett a pris la barre ensuite, jouant à la perfection le rôle du père inquiet. Il a parlé de m'avoir trouvé dans des états de détresse, des enfants l'appelant en pleurant, de ses craintes pour leur sécurité. Wendy était assise derrière lui, hochant la tête en signe de soutien, son visage un masque d'inquiétude. Quand ce fut notre tour, Maître Reeves m'a appelé à témoigner. J'ai expliqué la vérité sur mes cicatrices, mon traitement, mon dévouement à mes enfants. Mais je pouvais voir le scepticisme dans les yeux du juge Araman. Le récit que Garrett avait construit était trop convaincant, trop bien ficelé. Puis, sans avertissement, sans avoir été appelé, Colby s'est levé de son siège dans la galerie où il était assis avec l'avocat désigné pour les enfants. « Votre honneur », sa jeune voix a résonné, claire et forte. « Dois-je vous montrer qui m'a vraiment fait ces coupures ?» Toute la salle d'audience s'est figée. Le juge Araman s'est penché en avant. « Jeune homme, vous n'avez pas été appelé à témoigner. »« Je sais, monsieur, mais j'ai quelque chose d'important à vous montrer. »« S'il vous plaît. » Le juge a jeté un coup d'œil aux deux avocats, puis a hoché lentement la tête. « Approchez-vous de la barre, mon garçon. » Colby s'est avancé avec un sang-froid remarquable pour un enfant de 8 ans, le crissement de ses baskets Spider-Man résonnant sur le sol. Il s'est arrêté juste devant le juge et a commencé à retrousser ses manches avec un soin délibéré. La salle d'audience a eu un hoquet collectif lorsque les coupures sont devenues visibles, encore roses et en voie de guérison, clairement récentes. Mais ensuite, Colby a fait quelque chose que personne n'attendait. Il s'est tourné et a pointé directement Wendy dans la galerie. « C'est elle qui a fait ça, votre honneur. Il y a 3 jours. Mon père a regardé et m'a dit exactement quoi dire aujourd'hui. »« C'est un mensonge », a crié Garrett en se levant d'un bond. Il a été coaché. C'est exactement le genre de manipulation dont nous parlions. Mais Colby a continué, sa voix se renforçant à chaque mot. Papa m'a tenu les bras pendant que Wendy utilisait son rasoir. Ils ont dit que si je vous montrais ça et que j'accusais maman, on pourrait vivre dans la grande maison. Papa m'a promis une PlayStation 5 et ma propre chambre si je mentais assez bien. C'est scandaleux, a objecté Vaughn. Cet enfant a clairement été manipulé. Colby a mis la main dans sa poche et a sorti sa tablette. J'ai une preuve, a-t-il dit en la brandissant. Je les ai enregistrés en train d'en parler après. Papa ne savait pas que la tablette enregistrait. Le juge Araman a immédiatement appelé à l'ordre. Tout le monde s'assoit. Huissier, veuillez prendre cette tablette comme pièce à conviction. Jeune homme, êtes-vous en train de dire que votre père et votre belle-mère vous ont intentionnellement blessé? Oui, monsieur. Et ils m'ont dit de mentir sur maman, mais maman dit toujours que la vérité est plus importante que la peur, et j'en ai marre d'avoir peur. Mera s'est soudainement levée aussi, serrant monsieur Hopi. J'ai vu Wendy prendre le rasoir, a-t-elle crié, sa petite voix tremblante mais déterminée. Je me cachais derrière la porte. Elle a dit que c'était leur jeu secret. La salle d'audience a explosé. Le visage de Wendy était devenu blême et elle secouait la tête frénétiquement. Garrett exigeait de parler, mais le juge Araman a frappé de son marteau à plusieurs reprises. Silence. Nous prenons une suspension de séance immédiate.
Les agents du tribunal prendront en charge les 2 enfants pour des entretiens médico-légaux. Aucun parent ne doit avoir de contact jusqu'à nouvel ordre. Maître Vaughn, je vous suggère de conseiller à votre client de rester disponible. Ce tribunal se réunira à nouveau dans 2 heures. Alors que l'huissier emmenait mes enfants, Colby m'a regardé et a articulé « Ça va, maman ». Mon courageux, mon magnifique garçon venait de tout changer par son courage de dire la vérité. La suspension de 2 heures s'est étirée sur 4, le temps que des enquêteurs spécialisés s'entretiennent séparément avec les 2 enfants. J'ai attendu dans une petite salle de conférence avec Maître Reeves, buvant un café infect du tribunal et essayant de ne pas m'effondrer. Elle n'arrêtait pas de me rassurer en disant que les preuves de Colby étaient convaincantes, mais nous savions toutes les 2 comment ces choses pouvaient tourner. Le témoignage des enfants était souvent écarté, surtout lorsque des pères riches avec des avocats chers étaient impliqués. Lorsque le tribunal a repris à 14 heures, l'atmosphère avait complètement changé. Le juge Araman est entré avec une expression grave, et j'ai remarqué que 2 policiers avaient rejoint la sécurité du tribunal. Garrett était assis, raide, à sa table, le visage pâle et tiré. Wendy était introuvable. J'ai examiné les entretiens médico-légaux avec les 2 enfants, a commencé le juge Araman, sa voix lourde d'une colère à peine contenue. J'ai également examiné la preuve vidéo fournie par l'enfant mineur, Colby. Ce que j'ai découvert est profondément troublant. Il s'est tourné pour regarder directement Garrett. Monsieur Peterson, les preuves suggèrent que vous et votre femme avez délibérément blessé votre fils pour accuser sa mère de maltraitance. C'est non seulement inadmissible, mais aussi criminel. J'émets une ordonnance d'urgence immédiate accordant la garde exclusive à la mère, Dina Peterson. Le soulagement m'a frappé si fort que j'ai failli m'effondrer. Maître Reeves m'a serré la main tandis que le juge continuait. De plus, Monsieur Peterson, vous n'aurez qu'un droit de visite supervisée, en attendant une enquête criminelle complète. Le tribunal transmet cette affaire au bureau du procureur pour des accusations de maltraitance d'enfants, de complot et de fausses déclarations. C'est une erreur, a crié Garrett, mais son avocat lui a attrapé le bras, lui chuchotant de manière pressante à l'oreille. Le juge n'avait pas terminé. Madame Wendy Peterson a quitté le palais de justice pendant la suspension, mais a été appréhendée par la police sur le parking. Elle a déjà fait des aveux complets, admettant que vous, Monsieur Peterson, avez orchestré tout ce stratagème. Elle a accepté de témoigner en échange d'une négociation de peine. Ma mère, qui était restée figée pendant toute la procédure, s'est soudainement effondrée en sanglots. Elle s'est levée en tremblant et s'est dirigée vers moi. « Dina, je suis tellement désolée. Je suis si désolée. Je l'ai cru lui plutôt que ma propre fille. Je t'ai laissé tomber et j'ai laissé tomber mes petits-enfants. Pas maintenant, maman, ai-je dit doucement, mon attention entièrement tournée vers la porte où mes enfants allaient bientôt apparaître. Quand Colby et Mera ont finalement été ramenés, ils ont couru droit dans mes bras. Nous nous sommes étreints au milieu de cette salle d'audience, sans nous soucier de qui regardait. Colby a chuchoté, « Je t'avais dit que la vérité gagnerait, maman. » C'était il y a 1 an. Le procès pénal est en cours, mais Garrett risque une peine de prison sérieuse. Il n'a pas vu les enfants depuis ce jour au tribunal, son droit de visite supervisée ayant été révoqué après qu'il a manqué de reconnaître sa responsabilité. Wendy a accepté une négociation de peine pour une mise à l'épreuve et un suivi psychologique obligatoire en échange de son témoignage contre lui. La vraie guérison a pris du temps. Les blessures physiques de Colby ont guéri en quelques semaines, mais les cicatrices émotionnelles ont nécessité des mois de thérapie. Il voit toujours le docteur Patterson chaque semaine, travaillant sur le traumatisme de ce que son père lui a fait. Certaines nuits, il fait encore des cauchemars à propos de cette salle de bain, d'être maintenu, du rasoir. Mais il a aussi développé une résilience incroyable. Le mois dernier, il a pris la parole lors d'un événement de défense des droits de l'enfant sur l'importance de croire les enfants lorsqu'ils signalent des abus. Mera a retrouvé sa voix grâce à la thérapie par le jeu. Elle ne chuchote plus et ne se cache plus derrière Monsieur Hopi. Hier encore, elle a levé la main en classe pour répondre à un problème de maths, ce que son enseignante dit qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle dessine des images joyeuses maintenant, pleines d'arc-en-ciel et de fleurs, et de notre petite famille de 3. Ma relation avec ma mère est compliquée, mais elle s'améliore. Elle suit elle-même une thérapie maintenant, travaillant sur ce qu'elle appelle son « besoin toxique de voir le meilleur chez les hommes et le pire chez les femmes ». Elle garde les enfants 1 fois par semaine, et lentement, très lentement, nous construisons quelque chose de nouveau. Elle dit tout le temps à Colby à quel point elle est fière de sa bravoure, qu'il est son héros.
Il se contente généralement de hausser les épaules et de dire « J'ai juste dit la vérité, grand-mère ». La semaine dernière, Colby a remporté un prix de citoyenneté à l'école pour sa bravoure et son intégrité exceptionnelle. Debout sur ce petit podium dans le gymnase, il a dit « Ma mère m'a appris que dire la vérité n'est pas toujours facile, mais c'est toujours la bonne chose à faire. Parfois, être courageux, c'est se lever même quand sa voix tremble. Et parfois, les plus petites voix peuvent dire les plus grandes vérités. Mais voici ce que Colby m'a appris. Nos enfants voient tout. Ils absorbent notre force et nos luttes. Ils connaissent la différence entre la vérité et les mensonges, même lorsque les adultes essaient de les embrouiller. Et quand on leur en donne l'occasion, quand on leur donne juste un moment de courage, ils choisiront la vérité plutôt que le confort à chaque fois. Mon fils de 8 ans a sauvé notre famille en refusant de laisser les mensonges gagner. Il a montré à une salle d'audience pleine d'adultes que l'intégrité n'a pas d'âge. Chaque jour, je remercie Dieu pour son courage. Pour ce moment où il s'est levé et a dit « ça suffit ». Parce que parfois, il faut l'honnêteté pure et sans tache d'un enfant pour percer toutes les manipulations et révéler ce qui est réel. Si cette histoire a résonné en vous, merci d'aimer cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre soutien aide ces histoires importantes à atteindre ceux qui pourraient être confrontés à des luttes similaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies et puissantes de courage, de survie et de triomphe. Et souvenez-vous, la vérité compte vraiment plus que la peur.